En gros, tu vas pas tout faire en fait, c'est pas possible. Il y a trop de trucs simultanés, donc si t'es pas capable de déléguer et de faire confiance aux gens avec qui tu travailles, ça va coincer. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Quel est ton levier. Aujourd'hui, malheureusement, on a un petit peu de bruit de l'autre côté de la route, mais ça ne nous empêchera pas de profiter pleinement de ces interviews. Donc, je reçois Guillain, qui est le cofondateur de Incorio, une entreprise d'e-commerce et aujourd'hui de commerce physique qui vend des souliers pour hommes et bientôt pour femmes. Bonjour Guillain, donc tu es le fondateur de Incorio. Cofondateur. De Incorio, c'est donc une marque de chaussures. Aujourd'hui, vous existez depuis 2018 et vous vendez environ 3000 paires par an. Vous venez d'ouvrir une boutique à Paris et historiquement, vous vendez uniquement en ligne. Est-ce que tu peux, pour entrer un petit peu dans le sujet, nous présenter Incorio et comment t'en es arrivé là? Oui, avec plaisir. Du coup, Guillain, j'ai cofondé avec Charles-Louis, mon associé en 2018 Incorio. Donc à la base, notre histoire, c'est qu'on est deux amis d'enfance. Ça joue beaucoup sur la confiance dans l'association. Et on avait un problème, nous comme clients, on venait de mondes différents, on avait tous les deux des carrières avant, moi dans le marketing, lui dans la finance. Et en gros, le point de départ, c'est de se dire, les chaussures qui nous plaisent sont vraiment trop chères, au-delà de 500 € quand on cherche les matières qu'on veut, les belles fabrications. Et il y a un deuxième souci en fait, c'est que les chaussures classiques sont très rigides, très inconfortables. Donc on a décidé en fait, c'est vers 2016, de repenser le sujet, d'en mettre tout à plat en fait, de rester sur des critères de qualité qui sont les meilleurs du marché, notamment sur les peausseries, cuir français, des velours anglais, que les meilleurs fournisseurs. Les meilleurs fabricants, donc on a fait le tour du sud de l'Europe, Espagne, Portugal, Italie, pour avoir un grade de qualité vraiment irréprochable, mais le proposer en direct, d'où le modèle un peu DNVB, tu vois, où on distribue nous-mêmes en direct les modèles qu'on dessine et qu'on fabrique, et avec un niveau de confort vraiment supérieur. Donc on a repensé l'amorti, le maintien, le support du pied, la souplesse de la construction, et donc on a lancé Incorio en 2018 sur Internet. Parce qu'en fait, toi, tu travaillais dans quel domaine avant? Alors, rien à voir. Moi, j'étais dans les spiritueux, en marketing, responsable de zone Europe. Et Charles-Louis était dans la banque, à Bruxelles. Et du coup, on a démarré ensemble, chacun avec ses compétences. Donc moi, je m'occupe en fait de toute la partie développement, on va dire, donc marketing, commercial. Et Charles-Louis, c'est plutôt la gestion. Donc toute l'organisation, on va en parler derrière. Parce que j'ai l'impression que vous êtes retrouvés sur ce projet commun du coup de chaussures, mais vous avez vraiment fait le choix de le redéfinir en fait, parce qu'il y a des marques existantes, mais finalement qui sont pas allées. En fait, vous vous distinguez vraiment par, comme tu disais, le confort, la qualité que vous y apportez. Et c'est vrai que c'est une vraie différence en fait sur le marché, mais il faut aussi les porter pour le voir. C'est un peu le pari de départ en fait, c'est que est-ce que les gens sont prêts à acheter en ligne des chaussures de qualité? Parce que le rapport qualité-prix est super intéressant, mais ça reste pour du e-commerce des paniers moyens assez élevés. On est en hors taxe à 270 € en moyenne. Nos chaussures sont vendues en prix TTC entre 250 et 320 €. On a en permanence en fait une offre de prix dégressif. Donc dès qu'on achète plus d'une paire, le prix de chaque paire diminue. Donc ça nous aide à pousser notre panier moyen. On vend en moyenne 1,4 paires par commande sur Internet, mais c'était le gros pari de départ en fait. C'est est-ce que moi je le ferais, est-ce que nous on le ferait? Et donc quand on a commencé à la réfléchir en 2016-2017, c'était un peu le risque qu'on prenait en fait. C'était un peu le créneau qu'on voulait. Il n'y avait pas de façon de faire différemment en fait. Si on voulait vraiment tenir ce niveau de prix pour ce niveau de qualité-là, il fallait qu'on vende en direct. En ligne, en direct, ouais. Voilà. Et donc du coup, on a pris ce pari. Ça a été super bien accueilli au départ. En fait, je pense que les mentalités déjà changeaient et puis maintenant sont complètement adaptées. L'idée qu'on peut commander, essayer chez soi, retourner gratuitement, facilement, enfin tout est facilité en fait de ce point de vue. Et qu'en fait, c'est juste un essayage qu'on fait chez soi à la maison ou même les gens commandent au bureau. Nous, on a des commandes en fait qui partent dans des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats, des boîtes. Ils commandent à plusieurs en plus pour bénéficier des tarifs dégressifs. Donc il y a 3-4 paires qui partent dans un bureau. Je sais qu'ils essayent là-bas.
au bureau entre eux. Ouais. Et puis, si jamais il y a un échange de pointures à faire ou un retour parce que le modèle ne convient pas, c'est gratuit, c'est super facile. Donc vous avez directement en fait eu cet accueil positif sur Internet. Vous avez senti dès le début que même sur ces paniers moyens, Ouais. ça prenait en fait. C'était pas Ouais. évident. Honnêtement, quand on a lancé le projet, c'est marrant, il y a toujours ce côté, en fait, j'espère que j'aurai au moins une commande aujourd'hui, quoi. Ouais. Et il y en a eu plus d'une, et ben, pas mal dès le départ, en fait. Donc ouais, il y avait un peu, je pense qu'on a touché un truc assez juste, en fait, avec ce positionnement et ce message sur le confort. Je pense que notre expérience, nous, de clients, amateurs de chaussures, de belles chaussures, a résonné chez d'autres personnes, en fait. Parce qu'il y avait quand même déjà des marques existantes sur le marché. Donc tu t'es pas dit ouais mais en fait il y a il y a telle marque qui peuvent ressembler ou en tout cas avoir le même persona derrière. Vous n'êtes pas dit bah finalement bon il y a déjà parce qu'on se pose souvent la question il y a des gens, il y a déjà des gros, est-ce que j'y vais finalement En fait quand tu viens pas quand c'est pas ton domaine de prédilection, je pense que c'est pareil pour tout en fait. Enfin mon impression c'est un peu ça. Tu vois moi je vois le succès qu'a eu Michel Augustin en son temps. Enfin, tu m'aurais dit, ou un copain me dirait, je vais lancer une marque de gâteaux, de biscuits, et on va faire un carton. Je me dirais, mais c'est pas possible, quoi. Tu sais à qui tu t'attaques, quoi. Et donc, nous venant, c'est beaucoup moins compétitif. Et donc, dans le domaine où on est, moi et Charles-Louis, en fait, on a une vision très claire de l'espace de marché à prendre, quoi. En fait, on savait très bien, en fait, ce qui manquait. Okay. On voyait très bien que dans ce créneau de 200, 300 euros, ok, certes, il y a des marques, mais moi, j'y vais plus, parce que j'ai fait le tour, en fait, je sais très bien quels sont leurs problèmes de qualité, de confort, et du coup, j'achète aujourd'hui des marques à plus de 500 euros, mais ça ne me convient pas non plus. Donc, en fait, on est parti en disant non, en fait, on sait qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et du coup, cette sensation qu'on peut avoir de je peux pas y aller parce qu'il y a trop de monde, en fait, j'y vais parce que je sais qu'il y a une place à prendre. Tu connaissais très bien le marché en fait. Et je vais te dire, aujourd'hui, notre client, il y a deux sources d'achat chez nous. Tu as à la fois ceux qui viennent des marques qui sont plutôt entrée, moyen de gamme, entre 150 250 euros, qui, pareil, après quelques années, se rendent compte en fait, de la limite de ces modèles-là, en fait, en termes de qualité, de tenue dans le temps. Et du coup, qui cherchent l'upgrade en venant chez nous, mais à un tarif qui est comparable. Et puis, tu as aussi ceux, puis des gens peut-être comme moi avant, en fait, qui viennent de marques bien plus chères, qui sont un peu titillés quand même. Ils se disent, mais attends, à force d'en entendre parler, ils font des choses sans doute qui sont intéressantes. Je vais essayer, en fait. Encore une fois, tu peux voir, essayer. Très vite, tu te rends compte que la qualité est là, mais si ça ne te convient pas, les renvoyer, en fait. Et on a aussi des gens qui viennent de marques bien plus prestigieuses. Et on a des avis, plein d'avis dans ce sens sur le site, de gens qui disent moi, je venais de chez un tel et un tel. Et voilà. Et maintenant, pour le prix d'une paire, j'en ai 3, quoi. Et avant de creuser un petit peu plus dans justement vos stats et vos performances marketing, comment vous en êtes arrivé là, je voulais revenir sur toi, parce que tu as travaillé longtemps dans un grand groupe. Charles-Louis, je crois que c'est pareil. Donc vous avez finalement débuté votre carrière et été peut-être dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans le développement, mais au sein d'un plus large groupe. Moi, j'ai vu souvent des personnes qui ont pas eu cette expérience significative dans des grands groupes aussi, qui ont lancé par exemple leur marque assez tôt. Comment ça t'a aidé? Parce que moi, j'ai l'impression de l'extérieur, vous êtes ultra processé, que vous, comme tu le dis, en fait, tu savais qu'il y avait ce pain sur ce segment de marché-là. J'imagine que c'est aussi fruit de l'expérience que tu as, de laser focus sur ton marché. Alors, ça, c'est un point qui est très intéressant aussi, je trouve, parce que depuis le début de l'aventure, par exemple, tu le soulignes bien, en fait, il y a différents profils, et nous, on fréquente des coworking, on voit plein d'entrepreneurs aussi, et on n'a pas le profil typique des gens qu'on rencontre, quoi. Beaucoup sont entrepreneurs très tôt dans leur carrière, ou ne sont que ça, en fait, parfois arrêtent leurs études pour se lancer, voilà. Donc on a plein d'exemples en tête. Nous, on a bossé 15 ans dans des entreprises très structurées, en fait, avant de se lancer. Donc on n'avait pas ça dans le sang. J'avais des amis qui ont toujours dit qu'ils seraient entrepreneurs, quoi. Nous, non. C'est plutôt après 15 ans de carrière qu'on se dit, en fait, il y a peut-être autre chose à faire que continuer cette carrière où déjà, en gros, je m'ennuie, quoi.
Et donc l'opportunité s'est présentée. Pour nous, en tout cas, il y a eu ce point crucial de la bonne association. Je ne l'aurais pas fait seul et lui non plus. Et du coup, ça nous titillait et puis on s'est dit qu'on était capable de le faire à deux. Je pense que la grande chance que ça nous a donné, cette expérience préalable, c'est ce que tu évoquais, on est peut-être trop ou très, en tout cas, processé. Donc tout est hyper optimisé chez Incorio. C'est un truc de dingue, en fait. Un exemple, entre le moment où nous, on envoie une commande à notre fabricant, la commande est automatisée aussi. En fait, on a déjà fait des modèles pour que le besoin soit rempli automatiquement. Le moment où on envoie la commande chez le fabricant, ensuite il y a fabrication, contrôle qualité, expédition, réception au stock à Lille, préparation des commandes, réception chez le client, qui peut faire un échange sur le site internet directement, renvoyer chez nous, c'est contrôlé et remis en stock. La paire qu'il a voulu en échange est renvoyée chez lui. Nous, on n'a rien fait. Oui. Donc en fait, tout ce process-là est automatisé en fait. Nous, à aucun moment on intervient. Donc le seul moment où on intervient réellement, on se concentre du coup énormément nous sur la relation clientèle. Donc tout le SAV c'est nous. On y tient énormément en fait. Il faut vraiment qu'on soit là et l'expérience Incorio repose. Je pense aussi en partie sur le fait qu'on est obsédé par ça et toute la partie développement en fait. Mais du coup, il y a énormément de process. Donc ça, c'est une chance relative. Je pense que dans la préparation du projet, même si je pense qu'on a fait des plans et des plans et des plans et des plans, notre BP initial, il y a dû y avoir 57 versions, tu vois. Mais du coup, c'est une déformation peut-être de notre vie d'avant en fait, où on a du mal peut-être parfois à se lancer assez spontanément. Mais du coup, c'est très cadré, préparé. Par exemple, c'est la première année, on a tenu notre BP, par exemple. Tu vois, le chiffre qu'on avait visé, c'est celui qu'on a. Ce qui est difficile en général. C'est celui qu'on a fait. Dans les choses où ça nous a vraiment aidé, je pense, c'est aussi, par exemple, de bien dimensionner le besoin d'investissement au départ. Donc on avait la chance, nous, d'avoir une carrière avant ça, donc on a mis pas mal de notre propre argent dedans. Mais tu vois, on n'est pas parti dans l'aventure en se disant « Ok, le marketing, il y en a besoin, on verra au fil de l'eau combien ça va nous coûter. » Ben non, en fait. Exactement. Moi, j'ai fait ça beaucoup. Une marque qui se lance, ça va coûter cher. Donc, dès le départ, on avait prévu, tu vois, dans le BP initial, 35% du chiffre d'affaires en investissement marketing. C'est hyper intéressant comme stat, parce que c'est vrai que en fait, et du coup, à l'inverse, j'ai croisé plein d'autres projets qui se sont lancés avec des gens plus jeunes, etc., qui sous-dimensionnent vachement cet aspect-là, par exemple. Et dans le monde aujourd'hui tel qu'il est, notamment dans le e-commerce hyper compétitif, partir, tu vois, lancer une marque en se disant peut-être qu'avec 15 000 € je vais m'en sortir, ça va être compliqué, quoi. C'est clair. Donc voilà, ça fait partie des choses qui fait que on était du coup bien préparé, aujourd'hui on est bien structuré, et l'inconvénient, peut-être, c'est qu'on doit manquer de spontanéité. Et je trouve qu'il y a une énergie qui se dégage d'entrepreneurs plus jeunes et une fin en fait que parfois nous on temporise. Mais forcément, ça fait différents profils. Et du coup, pour revenir sur cet aspect justement d'investissement média, ou marketing de manière générale, donc moi je suis très d'accord avec toi, c'est-à-dire que souvent des marques qui vraiment sont sur une phase de lancement et de croissance vont jusqu'à des 30-40% d'investissement sur cette partie-là. Est-ce que depuis maintenant les 4 dernières années, est-ce que tu as vu ce chiffre du coup décroître et qu'est-ce que tu penses est un petit peu le point optimal sur une marque un peu plus mature en termes d'invest média par rapport au CA? En fait, nos projections ont été un peu remuées par la période du Covid. En fait, en tout cas pour nous, même si c'est du e-commerce et qu'on peut penser que le e-commerce s'est bien porté pendant le Covid, la vente de souliers classiques, tu vois, habillés, pour des gens qui travaillaient chez eux, qui restaient chez eux, c'était plus compliqué. Donc en fait, ce chiffre aurait dû baisser et va baisser, enfin ce pourcentage, mais pour l'instant il se maintient. En fait, on est toujours à 35% d'investissement marketing sur le chiffre d'affaires. Quand on se projette à plus long terme, on maintient un niveau élevé, et ça reste du coup en proportion de chiffre d'affaires qui va augmenter élevé, mais en gros à terme, tu vois, quand on projette nos modèles sur une dizaine d'années, on est un peu moins de 20%, quoi. Mais ça reste quand même des montants assez importants. Ça reste un univers compétitif et tu sais mieux que personne en fait que voilà,
le nerf de la guerre, c'est de se faire connaître, savoir. Moi, je dis souvent, même Google en fait a des investissements dans sa propre acquisition de trafic de, je crois que c'est quasiment 30%, et on parle de très gros montants, et on parle de Google, quoi. Donc effectivement, c'est pas du tout choquant à mon sens, c'est même souhaitable. Et par rapport à votre stratégie de lancement, donc vous avez vraiment fait que en ligne en fait, vous avez vendu uniquement en ligne. Est-ce que si c'était à refaire, tu ouvrirais plutôt une boutique ou en fait justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus dans le détail? Parce que souvent on dit bon bah le retail ça coûte cher. Enfin, après tu as différentes stratégies, mais de faire revendre dans des points de vente ou d'ouvrir ta propre boutique, quel est un peu l'inconvénient de faire ça? Est-ce que du coup tu renies trop sur tes marges à ce moment-là, et en fait tu peux pas te lancer directement dans une boutique, ou comment ça se passe? Honnêtement, la boutique, on l'aurait bien faite plus tard, en ayant plus de business sur le web d'abord. Okay. Et on va sortir tout de suite de l'équation, enfin le wholesale, les ventes grossistes à des revendeurs, parce que dans un modèle tel que le nôtre, d'une DNVB, il n'y a pas la place dans la marge pour partager avec un revendeur. Okay. Qui lui va vouloir aussi faire un ratio de 2 à 3. Ouais. Donc ça marche pas. Ouais. Donc nous on ne fera pas de revendeurs. Aujourd'hui la boutique elle est pour nous essentielle et on est très heureux de l'avoir ouverte. C'était pas du tout un prérequis pour nous. Le pari initial c'était vraiment celui-là, c'est vendre des beaux souliers en ligne, et on reste avant tout une marque vendue en ligne. En gros, il y a eu une période, je pense, pour les DNVB assez bénie, jusqu'au Covid, on va dire, en gros. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses en fait, mais si, je suis... 2015, 2020, 5-6 ans bénis, où effectivement l'investissement média était très rentable et la croissance sur le web était, je pense, vraiment plus simple qu'aujourd'hui. Et donc beaucoup se sont développés sans avoir besoin de boutiques, mais il me semble qu'aujourd'hui, tous arrivent au même constat. Je parle, tous dans le sens prêt-à-porter, et puis même les marques de souliers que je vois, que j'ai en tête, c'est le côté essentiel de la boutique pour compléter le dispositif. Aussi bien en termes de recrutement, en fait, mais surtout de capacité à aller chercher des gens qui n'iront pas, en fait, qui ne connaîtront pas ta marque et qui n'iront pas acheter en ligne sans avoir vu le produit avant. Particulièrement dans les souliers. Nous, on avait cette demande en fait depuis le départ. Il y a plein de gens qui nous disent, on a un chat, c'est nous sur le chat qui répondons à chaque fois, donc on voit bien les messages. Donc on a tous les jours des gens qui nous demandent de la boutique. Donc il y a un vrai besoin marché. Tu vends des beaux souliers, tu as envie de voir les matières, les toucher, tu as envie d'essayer le produit, de voir comment il te va. Donc maintenant c'est chose faite, donc on est très heureux. Je pense que le projet, c'est pas un réseau de 80 boutiques, c'est quelques boutiques bien situées qui sont vraiment connectées avec notre expérience en ligne. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas dupliquer à l'infini le stock. On aura des stocks qui seront raisonnables en boutique, mais avec, par exemple, on revient à l'idée de l'organisation, une connexion super efficace avec notre stock central qui est à Lille. Donc en fait, toutes les semaines, 2 fois par semaine, avoir un réassort ou compléter en fonction de ce qui se vend, etc. Mais avoir une connexion intelligente avec le stock central. Et je pense que pendant longtemps, en tout cas, on restera essentiellement une marque web en termes de proportion de vente entre physique. Parce qu'après, tu changes vraiment aussi de modèle. Quand tu as tout un réseau, c'est peut-être pas la même organisation en interne, c'est d'autres contraintes, c'est peut-être des points de vente qui fonctionnent moins bien que d'autres, qui sont moins, qui sont du capex, qui sont plein de choses. Exactement. Ouais. Donc si à terme en France on a 5 à 10 boutiques en tout, ça me semble raisonnable. Ouais, sur les principaux. Avant peut-être de croître à l'étranger, mais voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de tes taux de transformation en ligne? En fait, moi, la question que je me pose souvent, c'est quand on demande de comparer des taux de transformation de différentes boutiques, c'est toujours difficile parce que forcément, en fonction des paniers moyens, de la catégorie produit, ça va changer. Sur des paniers moyens qui sont plus proches des 300 € que des 50 €, il n'est pas rare de voir des taux de transformation en dessous 0,50 et plus. Comment est-ce que toi, tu as un peu réussi à
à te benchmarker en disant bon bah c'est bon ou c'est pas bon finalement, sachant que bah, tu peux pas te comparer non plus à un e-commerce qui va avoir un panier moyen à 80 € par exemple. Dans les plans initiaux, ça on l'avait pas très bien évalué. En fait, on avait trouvé ces infos, enfin tu vois, tu vas chercher sur internet, tu trouves. Tu vois, je crois que le taux de conversion du e-commerce dans le monde en moyenne, c'était genre un 1,5, un truc comme ça. Ouais, c'est un peu la moyenne qu'on donne à chaque fois, effectivement. Voilà. Donc ça veut pas dire grand-chose en soi, mais du coup, on s'était dit, ok, panier moyen élevé, ce sont des chaussures, donc pas forcément évident à passer le cap. Sur une cible masculine qui transforme aussi moins facilement que la cible féminine, qu'on va adresser d'ailleurs bientôt, parce qu'on va lancer Ouais, tout à fait. une collection femme aussi. On était parti sur un taux autour de 1, on n'y est pas aujourd'hui. Alors on est carrément sur desktop, donc il y a cette différence importante entre capacité à transformer sur desktop et sur mobile. Vous êtes à combien de pourcents sur le desktop là? On est à 1,5 et sur mobile on doit être à 0,5. Et en termes de pourcentage de vente sur le desktop? Alors on a on doit avoir 75% de nos visites qui sont sur mobile. Ouais. Ce qui est assez logique parce que beaucoup de nos publicités, réseaux sociaux ramènent évidemment sur une expérience mobile. Et on fait la moitié de nos ventes. Ok. Mobile et desktop. J'aurais dit même moins sur mobile, mais ça Ça a monté quand en même fait. beaucoup sur mobile. On n'est pas tout à fait à la moitié, on doit être à 45%, tu vois, 45-55 Ok. entre mobile et desktop. Donc en fait, aujourd'hui, notre challenge, enfin, tu sais aussi, l'entrepreneuriat, en fait, c'est continu, quoi. Faire mieux à chaque fois sur les métriques. Non, mais c'est marrant. Ouais. Tu penses avoir réglé un truc et en fait, tout de suite émerge un nouveau sujet important, quoi. Et donc là, un des sujets importants qui a émergé récemment, quand on faisait un diagnostic sur notre taux de transformation, c'est qu'on a un trop gros écart en fait entre notre expérience mobile et desktop. En fait, tu peux pas avoir, enfin tu peux, c'est notre cas, 1,5 sur desktop et 0,5 sur mobile. Ok, tu peux avoir, c'est normal qu'il y ait un écart et que ce soit un peu moins bon sur mobile, mais on peut carrément améliorer l'expérience mobile. C'est pas étonnant de se dire que sur des paniers moyens importants, certes, tu peux être tenté sur ton mobile, mais tu te poses à ton bureau, tu te poses chez toi pour passer ta commande, pas de problème. Mais quand même, on peut vraiment améliorer le truc. Donc là, ça va être un des gros sujets pour le début d'année, de vraiment améliorer le taux de transformation sur mobile. Voilà, en parallèle de la boutique et du lancement prochain de la collection femme. Ok. En fait, on va faire peut-être une petite aparté pour montrer aussi les chaussures. Donc là, tu portes les souliers Incorio et moi aussi. Et toi, tu es un très bon client aussi, je te remercie. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous décrire ton modèle? Ouais. Alors, du coup, toi, tu portes les bottines Henri, moi les mocassins Paul. Donc, on voit tout de suite en fait que c'est notre goût personnel. Donc, on aime les souliers classiques, très bien faits. Alors, sans esbrouf, mais du coup avec beaucoup de travail sur les détails. Donc, tout ce qui est la forme, le patronage, c'est nous qui dessinons. Et on est assisté par nos fabricants qui sont exceptionnels, donc ils sont vraiment très bons sur les souliers classiques. Donc en fait, on vient avec des idées et on partage avec eux et on affine. Et donc la première chose qu'on a beaucoup travaillé, c'est la forme des souliers. Donc faut que ce soit à la fois élégant, proche du pied, que ça dessine bien la chaussure. Tu me permets? En fait, le pied est bien maintenu. Ensuite, on a vraiment été hyper exigeant sur les poceries. Donc on a la même pocerie, toi et moi, donc ce sont des cuirs des tanneries du Puy, qui sont des cuirs français, hyper prestigieux. En fait, on achète des grades, en fait, c'est du cuir de veau pleine fleur. C'est pour ça que la patine est belle, que les plis sont beaux, voilà. Et du coup, ça permet d'avoir à la fois une super tenue dans le temps et un aspect qui va se patiner aussi, et du coup, la chaussure va embellir en fait avec les années qui passent. Et après, ah oui, tiens. Le bleu signature qu'on a sur tous nos souliers, qu'on retrouve pas mal dans la boutique d'ailleurs, en décor. Et après, le point dont on discutait tout à l'heure, c'est sur le confort. Donc c'est complètement invisible parce que c'est sous le cuir, mais tous nos modèles sont équipés d'une semelle ergonomique en fait sous le cuir. Donc en fait, ça permet à la fois une bonne amortie que tu as dû ressentir quand tu les as essayés. En fait, c'est moelleux. Et après aussi un super maintien. Donc en fait, un peu inspiré des chaussures de sport. En fait, la semelle suit le talon, vient soutenir la voûte plantaire, et jusqu'à l'avant du pied, en fait, tu as un maintien qui donne
ce confort. Je confirme, elles sont hyper confortables et je les mets facilement et dans toute situation. Et du coup, ça ressemble pas du tout à des chaussures orthopédiques, tu vois. Non, mais ça reste des souliers très élégants, mais où il y a vraiment ce supplément d'âme avec ce plaisir d'avoir des chaussures hyper confortables. Mais je suis très content que tu les portes et je te remercie. Donc, je voulais te demander vos ambitions pour 2023, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de, on va dire, de perturbations en 2022 et en 2021. Et 2020. Et 2020, de différentes natures, mais je pense que voilà, ça a été un peu les montagnes russes pour pas mal de marques. Comment est-ce que tu vois l'année 2023 ? Tu parlais de vos projets pour la boutique, pour une collection femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et parler aussi des leviers marketing ? Quelle tendance vois-tu pour 2023 ? Ouais. Alors pour nous, en fait, donc je le disais tout à l'heure un petit peu, c'est que dès 2020, qui était notre troisième année pour nous, ça a été plus compliqué avec le Covid, les confinements successifs. Et nous, c'était intéressant de voir que dès que ça se relâchait, ça se libérait, on ressentait que nous, ça allait mieux aussi. En fait, c'était incroyablement lié. Et du coup, les événements 2022, en fait, ont eu le même effet un petit peu. L'année commençait très bien, et puis après, ça s'est un peu dégradé. Donc là, ça va mieux. On a fait, c'est anecdotique, mais on a fait un Black Friday record, même supérieur à ce qu'on imaginait. Donc il y a des signes qui sont positifs. Nous, on l'avait abordé, un peu plus tôt, ce retour à la normale et du coup à une croissance forte pour nous. Dès fin 2021, on a donc fait une levée de fonds fin 2021 qui s'est bouclée début 2022, ce qui nous a permis d'accélérer sur les projets que tu mentionnais. Donc une première boutique, mais qui pourrait en amener d'autres quand on aura montré que ça marche comme on veut. Une évidence aussi dans notre projet initial, c'est de pouvoir proposer le même concept pour les femmes. Donc on travaille là vraiment dur. C'est vraiment du temps long, le genre de métier qu'on fait. Je fais une petite parenthèse, mais il y a différents types de business. Donc là, on est vraiment dans de l'artisanat. On travaille avec des fabricants qui sont des petites structures familiales, passionnés. Le développement, c'est du temps long, quoi. Parce que les appros de matière, parce que le temps de conception, le temps de test. Nous, avant de lancer un modèle, c'est pas rare qu'on fasse 5 rounds de prototypes, quoi. Et à chaque fois, on les teste et on les change, on les améliore. Donc pour la collection femmes, on veut mettre autant d'énergie que voilà. Et puis en plus, on a l'expérience maintenant supplémentaire. Donc ça prend du temps. On espérait lancer cette collection, tu vois. C'était automne 2022, ce sera automne 2023. D'accord. Ouais, non mais tu vois, c'est cette partie-là en fait, production dans ce type de métier, c'est vraiment le point dur aussi, parce que c'est trop important, quoi. Il y a des choses qu'on maîtrise plus directement, qui avancent plus vite. Mais c'est intéressant que tu le mentionnes parce qu'en fait, parfois on a tendance à penser je crée un site, je lance une collection, mais on se rend pas compte de tout ce qui vient derrière. Et finalement, le succès aussi d'Incorio passe par là en fait. Le map que tu donnes avant. Mais... Voilà, le e-commerce, c'est finalement un moyen de distribution, mais c'est aussi, ça atteste de la qualité de ce que vous faites. Et le taux de transformation, il se retrouve en fait là-dedans derrière, quoi. On est loin du dropshipping. Ouais, non mais en fait, la valeur ajoutée du DNVB, au-delà de son univers éventuellement, mais bon, à mon sens, c'est avant tout être capable de proposer un produit un peu exceptionnel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment concernées, un peu passionnées, par ce qu'elles font, qui ont trouvé un problème, qui veulent le résoudre et qui se donnent vraiment du mal pour le faire, quoi. Et donc oui, effectivement, ça paye quand ce travail-là en amont est bien fait. Donc on espère sincèrement que ce sera le cas aussi pour la collection femmes, mais on a des modèles absolument canons qui sont sortis là et je trouve ça vraiment très beau ce qu'on commence à faire. Donc voilà, et pour les perspectives 2023, donc nous on a, pour la marque en tout cas, c'est assez clair en fait, donc cette première boutique qu'on va vouloir faire progresser, monter en puissance sur le web aussi. On a les moyens d'accélérer, donc ça passe aussi par le média. Donc nous on a ouvert avec Junto, du coup, de nouveaux canaux. Donc, on était très Facebook, Instagram.
On a Pinterest qui tourne, on l'a anticipé parce qu'on savait que ça allait aussi être important pour le lancement d'une collection femme. Et on est de meilleur en meilleur sur Google, qu'on avait testé au préalable, mais sans du tout les mêmes retours sur investissement. Pas à la base. Donc là, maintenant, ça marche mieux, donc on va pouvoir pousser aussi sur Google, ça c'est important. Et puis je dirais, heureusement, en fait, donc, en termes de perspective, en tout cas à un autre niveau, ce qui nous semble évident, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que le web seul me semble difficile à réaliser aujourd'hui par rapport à, je pense, à la période avant Covid. Donc clairement, il y a un vrai effort à faire sur réfléchir d'autres canaux de distribution pour aller toucher sa cible. Donc nous, ça passera par nos boutiques en propre. Donc ça, c'est vraiment un levier très important et très nouveau, qui rend le projet du coup à nouveau excitant. C'est sympa d'avoir des nouvelles couches comme ça qui se rajoutent parce que du coup, tu te renouvelles, tu te stimules. Bah là, quand on va se quitter, je vais aller dans ma boutique et vendre des chaussures. Donc tu vois, c'est nouveau, c'est vachement intéressant. Et les coûts marketing sont plus élevés. Enfin, encore une fois, je ne suis pas le seul à observer et tu le sais mieux que moi encore, avec tous les marques que tu suis. Mais en gros, ces leviers sont importants parce que en parallèle, le levier d'acquisition qu'on avait principal avant est vraiment plus cher. Le coût de transformation est vraiment plus cher qu'avant. Et du coup, on diversifie sur des canaux qui sont peut-être moins performants, même s'ils le sont, mais qui sont moins performants que ce qu'on avait avant sur Facebook seul, par exemple. Donc, un vrai travail de diversification. On n'a pas parlé de ça, mais nous, en tout cas, dans notre domaine, c'est hyper important. On a un gros travail d'influence. Donc, on travaille avec les grands blogs masculins pour l'instant. Influenceurs masculins, on commence à travailler pas mal avec les influenceurs sur TikTok aussi. Parce que malgré tout, il y a une vraie appétence pour l'élégance. Donc, tu vois, ce mouvement un peu sartorial, donc il y a pas mal d'influence de ce côté-là. Donc nous, c'est aussi un gros travail de fond qu'on fait sur la marque par ces biais-là et qui ramène du trafic en fait, et puis du trafic de gens passionnés. Donc, vous arrivez à transformer sur ces leviers-là ou pour l'instant vous les voyez plus comme des leviers haut de funnel, justement de construction de marque également? Non, alors on suit, donc on sait qu'on transforme, mais clairement il y a un vrai travail de fond, de répétition aussi sur des cibles. En fait, ces influenceurs-là, ces blogs ont une communauté qui leur est fidèle, très fidèle. Et donc du coup de revoir la marque réapparaître régulièrement et puis avec cet avis un peu expert. Et confiance. Ouais, ces gens-là ne travaillent pas avec les marques qu'ils n'aiment pas, donc en gros quand ils en parlent c'est positivement et puis on voit les produits sous ses coutures, voilà, ils sont très exigeants et nous aussi avec eux. Et donc du coup on s'attache aussi du coup des communautés de ces gens-là. Ouais, donc ce que tu dis, c'est qu'il y a effectivement une diversification des principaux leviers, mais aussi vers des leviers qui sont un peu moins performants, ce qui vous pousse… Médias et hors médias. Hors médias et hors médias. Mais il y a également, pour l'industrie par exemple du soulier, des communautés qui sont très importantes à travailler et avec lesquelles il faut vraiment construire et être dans une relation de partenariat, pas juste tiens je t'envoie un produit et voilà et tu me fais un post, mais plutôt décrire le produit avec des formats qui n'existeraient pas sur une annonce classique, etc. Vraiment des billets explicatifs, des vidéos, etc. Exactement. Exactement, des vidéos explicatives, des looks, des choses que nous en plus on réutilise derrière. Donc c'est assez c'est gagnant comme relation. Et aussi bien avec ces blogs, ces influenceurs-là, et même avec nos clients, en fait, la relation de la marque a changé. C'est-à-dire qu'en fait, on est beaucoup plus proche, honnêtement. Ça rejoint un point qu'on a évoqué tout à l'heure, mais qui est hyper important pour les années à venir, c'est que tout ce qui est accompagnement, service après-vente, tout ça, ça doit être impeccable. En fait, moi, une espèce d'évidence en fait que tu aimes bien être traité en fait comme client, mais c'est devenu presque sine qua non quoi. Et du coup, tu vois, c'est plus une relation descendante, distante, cloisonnée de une fois que tu es sorti de chez moi, c'est terminé. Non, on va se revoir, on va se parler. Tu peux me contacter vraiment à tout moment du jour et quasiment de la nuit. Non mais voilà, on est connecté souvent. Et pareil avec les blogueurs et les influenceurs, c'est pas une relation de clientèle en fait. Voilà, on crée une relation de confiance dans le temps parce qu'eux aussi ont une relation avec leur communauté. Donc ça nivelle un peu, ça remet au niveau, je trouve, les différents interlocuteurs en fait. C'est assez intéressant ça aussi. Et vous, par rapport à la créativité, moi je trouve que vous avez toujours eu des créas, une recherche et
quelque chose là-dessus? Est-ce que tu peux enfin, comment vous faites en fait sur ce point-là? Et comment toi, à chaque fois, je sais pas, t'as des idées et comment tu organises ça? Alors, c'est beaucoup nous quand même. On a vraiment confié énormément de choses à des experts, tu vois, typiquement les médias, l'achat média. J'ai mis un peu les mains dedans au début pour savoir de quoi je parlais, mais très vite on a passé à des gens beaucoup plus compétents que nous. Par contre, tout ce qui est créativité sur les modèles, ça c'est vraiment goût personnel. Tu vois, c'est toute notre histoire on aime ça depuis qu'on est adolescent, donc voilà, on a un avis sur la question et du coup on réalise. Pour ce qui est de la communication plutôt, on s'est fixé un peu une ligne au départ. Donc, dans notre cas, nous, c'était vraiment de montrer le soulier classique en dehors de son environnement attendu, de bureaux, quartiers d'immeubles, etc. Donc, on a toujours montré InCorio dans un environnement très ouvert, souvent nature, des tenues très souvent casual. On veut pas pousser particulièrement le costume. En fait, c'est pas l'idée. En fait, l'idée, c'est que une tenue casual est vraiment, enfin, décontractée, pardon, est vraiment plus belle, en fait, elle a vachement plus de gueule avec une belle paire de chaussures qu'une paire de chaussures qu'on mettrait par défaut. Donc, en gros, c'est ce qu'on présente, ça se met notre ligne depuis le départ. Et à partir de là, on joue en fait avec nous, nos idées, nos envies, et puis celles de nos photographes et créas qui sont autour de nous, quoi. Mais en fait, j'aime bien, par exemple, tu vas rencontrer une personne, on a un vidéaste comme ça, par exemple, on a pas mal de vidéos sur le site. Bon, ben, il trouve le produit canon, c'est assez photogénique en fait. Et donc du coup, il s'amuse avec, on regarde ce qui marche et on avance comme ça aussi. Typiquement récemment, ce qu'il a fait que je trouve génial et qu'on va même faire dans la boutique en fait. Dans les dernières vidéos qu'on a sur les fiches produits, il mettait les chaussures, comment tu représentes en vidéo le confort. Et puis il a juste mis les chaussures sur des coussins un peu fluffy en appartement, tu vois, comme ici, très beau. Sur un coussin fluffy en fait, et tout de suite tu avais le côté un peu cocon, visuellement hyper doux et confortable. Et donc ça marche, et du coup on aura des coussins dans la boutique. Génial. Non mais tu vois, c'est des trucs. Ouais. Voilà. Tu es aussi prêt à prendre les conseils, tester des choses et surtout, ouais, c'est ça, ils savent mieux que moi, quoi. Donc, et ça rejoint d'autres points tout à l'heure, c'est en gros, tu ne vas pas tout faire en fait, c'est pas possible. Il y a trop de trucs simultanés, donc si tu n'es pas capable de déléguer et de faire confiance aux gens avec qui tu travailles, ça va coincer. Donc si on est capable de faire à peu nombreux autant de choses, il me semble, c'est parce que quand on confie les choses, on fait vraiment confiance. Donc voilà, toi tu as un rôle souvent de chef de caisse, et puis on reste vraiment en ligne directe sur que quelques éléments. Écoute, bien, je crois que c'est ça le mot de la fin. En tout cas, je recommande à tout le monde, tous les hommes et bientôt les femmes, d'aller essayer vos souliers. Oui, on est dans le 6e, rue du Dragon maintenant. Et en plus, il faut que je et j'y serai. Ben, voilà, encore mieux. Donc voilà, allez-y, et puis je te dis à très vite. Merci Étienne. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à suivre, à partager, à nous faire vos retours. Et on se retrouve sur le prochain épisode.